Randolph Scott. Né George Randolph Scott le 23 janvier 1898 dans le comté d'Orange, en Virginie, fut une figure emblématique du cinéma américain. Il est surtout connu pour ses rôles stoïques dans les westerns qui ont défini toute une génération de héros de cinéma robuste et noble. Élevé à Charlotte, en Caroline du Nord, Scott était issu d'une famille du Sud respectée. Son père, George Grant Scott, était expert comptable, tandis que sa mère, Lucille Crane Scott, veillait à inculquer à la maison un sens aigu de la discipline et des bonnes manières du Sud. Jeune homme, Scott étudia au Georgia Institute of Technology, puis s'inscrivit à l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, où il développa sa passion pour le théâtre et les arts. Sa jeunesse fut marquée par un mélange d'athlétisme, d'ambition scolaire et de service militaire. Il s'engagea dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale et servit en France comme observateur d'artillerie. Cette expérience lui inculqua une force tranquille et un calme qui se reflèterait plus tard dans ses personnages à l'écran. Après la guerre, à la fin des années 1920, Scott s'installa à Los Angeles avec l'espoir de faire carrière dans le cinéma. Grâce à des relations familiales, il fut présenté à la légende du cinéma Howard Hughes, ce qui lui permit d'obtenir ses premiers petits rôles dans des films muets. Rapidement, sa grande taille, sa silhouette imposante, sa mâchoire carrée et son calme imperturbable attirèrent l'attention des directeurs de casting. Ses premiers rôles dans des films comme Takaoi Farcall, 1929 et de Virginia, 1929, lui permirent de se faire une place à Hollywood. Et tout au long des années 1930, il apparut dans une variété de films, notamment des drames d'aventure, des comédies romantiques. Il commença à obtenir des rôles plus importants au début des années 1930 et sa carrière prit un tournant décisif grâce à des films comme Le Dernier des Mohicans, 1936, et Rebecca de Sunnybrook Farm, 1938. Cependant, c'est le western qui fit véritablement de Randolph Scott une star. Dans les années 1940 et 1950, il était devenu l'un des acteurs de western les plus connus et les plus respectés de tous les temps. Ce n'est toutefois que dans les années 1940 qu'il trouva véritablement sa place dans le western, où sa présence à la fois réservée et imposante toucha profondément le public. Au cours d'une brillante carrière s'étendant sur plus de 30 ans, Randolph Scott a joué dans plus de 100 films, dont plus de 60 westerns. Contrairement à nombre de ses contemporains, Scott cultivait délibérément une image forte et cohérente à l'écran. Il incarnait souvent le cow-boy solitaire, figure morale et inflexible, qui défendait la justice, protégeait les innocents
et évoluait dans l'impitoyable Far West avec une dignité tranquille. Il collabora fréquemment avec le réalisateur Bud Bettischer et le scénariste Bert Kennedy sur une série de westerns salués par la critique dans les années 1950, notamment Seven Men from Now, 1956, The Talty, 1957, Ride Lonesome, 1959 et Comanche Station, 1960. Ces films, souvent désignés collectivement comme le cycle de la renommée, sont aujourd'hui considérés comme des chefs-d'œuvre de narration minimaliste et de profondeur psychologique, témoignant du talent de Scott à son apogée. Ce qui rendait les performances de Randolph Scott si captivantes n'était pas seulement sa présence physique, mais aussi sa capacité subtile à exprimer une force intérieure et un code moral personnel sans grands gestes ni dialogues excessifs. Il incarnait souvent le héros à la moralité irréprochable, mais ses personnages étaient rarement unidimensionnels. C'étaient souvent des hommes marqués par la perte, là de la violence, mais dont le sens moral restait inébranlable. Cette combinaison de stoïcisme, de vulnérabilité et d'intégrité fit de lui un acteur très apprécié des réalisateurs et du public. Contrairement à d'autres vedettes du western comme John Wayne, dont la bravade exubérante caractérisait ses rôles, les interprétations de Scott étaient sobres et introspectives, offrant un portrait plus nuancé et réaliste de la masculinité des pionniers. Homme d'affaires avisé, il investit judicieusement dans le pétrole, l'immobilier et d'autres secteurs, ce qui lui permit de prendre une retraite confortable au début des années 1960 après son dernier film, Ride the High Country, 1962, un classique réalisé par Sam Peckinpah qui marqua la fin parfaite de sa carrière. Dans ce film, Scott partageait l'affiche avec Joel McCrea, incarnant deux shérifs vieillissants confrontés au crépuscule du Far West, un chant du cygne élégant qui reflétait son propre retrait du grand écran. Tout au long de sa vie, Scott demeura une figure profondément respectée à Hollywood. Admiré pour son professionnalisme, sa discipline et sa générosité discrète, il ne remporta jamais d'Oscar et ne sembla d'ailleurs pas le rechercher. Au lieu de cela, il s'est attiré le respect durable de ses pairs et des critiques pour son talent constant et l'intégrité qu'il insufflait à chacun de ses rôles. Sa contribution au cinéma américain, et plus particulièrement au western, a laissé une empreinte indélébile, influençant des générations d'acteurs et de cinéastes. Des réalisateurs comme Martin Scorsese, Clint Eastwood et Quentin Tarantino ont cité l'œuvre de Scott comme un élément déterminant dans leur conception de la narration centrée sur les personnages et de la complexité morale au cinéma. Randolph Scott s'est marié 2 fois au cours de sa vie, mais sa vie privée est restée largement privée, contrairement à son personnage de cow-boy à l'écran. Son premier mariage a eu lieu en 1936 avec Marian Dupont, une Américaine de renom, célèbre pour ses performances dans les sports équestres. Marianne était membre de l'illustre famille Dupont, l'une des plus puissantes et des plus riches de l'histoire américaine. Son père, William Dupont Sr., a joué un rôle clé dans l'expansion de l'empire industriel familial, tandis que son arrière-grand-père, Éluteur Irène Duhon de Neur, était le chimiste et industriel d'origine française qui a fondé la société de production chimique EI, devenue l'une des plus grandes et des plus influentes entreprises chimiques au monde, jouant un rôle important dans l'industrie américaine et le commerce mondial. Curieusement, avant d'épouser Scott, Marianne avait été mariée à George Somerville, un éleveur de chevaux et sportif de Virginie. Ironie du sort, Randolph Scott avait été le témoin de Marianne à son premier mariage, ce qui laisse supposer une relation personnelle étroite
et une familiarité mutuelle bien avant leur idylle. Les circonstances de la transformation de Scott et Marianne, passées d'amis à époux, restent floues, mais leur union a réuni deux personnes issues de milieux très différents. L'un, un acteur hollywoodien en pleine ascension, l'autre, une mondaine de la haute société, profondément ancrée dans l'aristocratie et le monde équestre de la côte Est. Malgré les apparences de prestige et de réussite, le mariage entre Randolph Scott et Marianne Dupont fut de courte durée. Après seulement 3 ans, le couple divorça en 1939. Aucun enfant ne naquit de cette union, et certains témoignages suggèrent que leur mode de vie et leur personnalité étaient incompatibles, notamment en raison des liens profonds de Marianne avec les élevages de chevaux de Virginie et de l'engagement croissant de Scott dans sa carrière cinématographique en Californie. Il subsistait néanmoins entre eux un lien particulier et durable. Même après leur divorce, Mary et Dupont choisirent de conserver le nom de famille Scott, un geste qui pourrait témoigner d'une affection persistante ou d'un respect pour leur vie commune. Elle continua d'être connue sous le nom de Marion Dupont-Scott pendant près de 50 ans, jusqu'à sa mort en 1983. Durant cette période, elle devint une figure très respectée des courses hippiques américaines, faisant du domaine de Montpellier, en Virginie, un centre majeur d'entraînement et de compétition équestre, avant de le léguer au National Trust à des fins de préservation historique. Son second et dernier mariage avec l'actrice Patricia Stillman fut bien plus durable et épanouissant. Le couple se maria en 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale et alors que Scott était au sommet de sa carrière cinématographique. Patricia, née en 1919, avait 21 ans de moins que Scott. Après une brève carrière à Hollywood, elle se retira rapidement des projecteurs pour se consacrer à sa famille. Contrairement à son premier mariage, l'union de Randolph Scott avec Patricia fut marquée par la longévité, la stabilité et des valeurs partagées. Ils restèrent unis pendant plus de 40 ans, une rareté dans le monde du spectacle et la preuve de la force de leur lien. En 1950, 6 ans après leur mariage, les Scotts décidèrent d'agrandir leur famille en adoptant 2 enfants, une fille, Sandra, et un fils, Christopher. Ce choix d'adopter plutôt que d'avoir des enfants biologiques fut peut-être motivé par des considérations personnelles, médicales ou d'ordre privé, mais il reflétait leur désir de mener une vie paisible et familiale, loin des projecteurs. Bien que Scott ait continué à jouer jusqu'au début des années 1960, dès le milieu des années 1950, il réduisait progressivement son activité professionnelle afin de consacrer plus de temps à sa vie de famille. La famille vivait à Beverly Hills dans une somptueuse demeure, et Scott, figure légendaire du western, était surtout connu, dans ces dernières années, pour son dévouement en tant qu'époux et père. Patricia resta à ses côtés jusqu'à sa mort en 1987 et lui survécut plus d'une décennie, s'éteignant en 2001. Ensemble, Randolph et Patricia Scott incarnèrent une vie conjugale digne, contrastant fortement avec les histoires personnelles souvent tumultueuses, de nombre de leurs pères hollywoodiens. Leur mariage, bien que relativement discret, a résisté à l'épreuve du temps et demeure un élément discret mais important de l'héritage personnel de Scott. À l'âge d'or d'Hollywood, l'image était primordiale, et rares étaient ceux qui le comprenaient mieux que l'acteur Randolph Scott. Figure emblématique du western et symbole de stoïcisme masculin, Scott vécut à une époque où l'homosexualité affichée à Hollywood pouvait anéantir une carrière du jour au lendemain. Dans un rare moment de sincérité vers la fin de sa vie, Scott aurait évoqué les difficultés personnelles
de plusieurs de ses plus proches collègues, des hommes dont la carrière et l'image publique contrastaient souvent fortement avec leur vie privée. Il a cité 6 acteurs qu'il avait connus, chacun une figure emblématique du cinéma, tous homosexuels mais contraints par les mœurs et les pressions des studios de dissimuler leur véritable identité au public. Cary Grant était sans doute le nom le plus célèbre de la liste de Scott et celui avec qui il avait entretenu la relation la plus étroite. Ils avaient vécu une relation notoirement fusionnelle dans les années 1930 et au début des années 1940, partageant un appartement pendant plus de 10 ans dans une maison de plage à Santa Monica. Surnommés colocataires célibataires par la presse, Grant et Scott étaient souvent photographiés dans un cadre domestique, se prélassant au bord de la piscine ou partageant des repas, laissant entrevoir ce que beaucoup ont supposé être une relation amoureuse soigneusement dissimulée sous le couvert de l'amitié. Bien que les 2 hommes se soient finalement mariés, les spéculations concernant leur relation ont persisté pendant des décennies. Pour Scott, resté ami de Grant toute sa vie, la nécessité de dissimuler la vérité était une douloureuse fatalité de l'époque. Montgomery Clift, un autre nom cité par Scott, était l'un des acteurs les plus sensibles et les plus authentiques d'Hollywood. Connu pour ses interprétations poignantes dans des films comme Une place au soleil et Tant qu'il y aura des hommes, les tourments intérieurs de Clift reflétaient souvent ses rôles. Bien que n'ayant jamais fait son coming out, l'homosexualité de Clift était un secret de polichinelle à Hollywood. Il était en proie à un profond conflit intérieur, exacerbé par les attentes liées à sa profession et par le terrible accident de voiture de 1956 qui l'avait marqué à jamais, physiquement et psychologiquement. Randolph Scott, témoin privilégié des doutes et de la souffrance de Clift, exprima une profonde empathie pour cet homme, dont le génie était assombri par l'impossibilité de vivre au grand jour. Aujourd'hui, on se souvient surtout de M.V. Griffin comme de l'animateur de talk-show affables et du magnat du divertissement à l'origine de jeux télévisés tels que Jeopardy et La Roue de la Fortune. Mais derrière cette image publique sympathique se cachait un homme très discret sur sa vie privée. Malgré des années de rumeurs et de spéculations médiatiques persistantes, Griffin n'a jamais abordé publiquement la question de son orientation sexuelle. Scott connaissait une autre facette de lui, celle où il devait naviguer avec une extrême prudence entre le monde de la célébrité et celui du secret. Pour Griffin, les enjeux étaient hantés non seulement personnels, mais aussi financiers et professionnels, car il bâtissait un empire médiatique à une époque où être démasqué pouvait mener à la ruine. Jim Nabors, adoré pour son rôle de Goomer Pyle, personnage maladroit mais attachant de la série The Andy Griffith Show et de son spin-off Goomer Pyle ou SMC, était un autre acteur cité par Scott parmi ceux qui devaient dissimuler leur véritable identité. Nabors a entretenu une relation de longue date avec Stan Cadwallader, et les 2 hommes ont finalement pu se marier en 2013, peu avant le décès de Nabors. Mais au sommet de sa gloire, Nabors devait gérer avec précaution son image publique pour éviter tout scandale. Une rumeur persistante prétendait faussement que Nabors et Rock Hudson s'étaient laissés marier, une plaisanterie qui a profondément affecté Nabors et a mis en lumière à quel point les rumeurs à Hollywood pouvaient être toxiques et dangereuses pour les artistes homosexuels. César Romero, souvent cantonné à des rôles d'hommes séduisants, et surtout connu pour son interprétation flamboyante du Joker dans la série télévisée Batman des années 1960, était réputé pour son charme et son célibat. Bien qu'il ne se soit jamais marié,
Romero cultivait une image de séducteur, tandis que son homosexualité restait un secret de polichinelle dans le milieu. Scott, qui admirait l'élégance et l'esprit de Romero, déplorait à quel point ce dernier était contraint de dissimuler sa vie privée. C'était un homme d'une grande dignité, disait Scott, qui méritait de vivre et d'aimer librement, mais qui se voyait refuser ce droit fondamental par une société impitoyable. Rock Hudson, le dernier des 6 noms cités par Scott, représente peut-être l'incarnation la plus tragique des dures contraintes de cette époque. Hudson incarnait la virilité hollywoodienne des années 1950, brillant dans des drames romantiques et des comédies aux côtés de grandes actrices comme Doris Day. En réalité, Hudson était homosexuel et sa double vie était soigneusement gérée par son agent Henry Wilson, spécialiste de la promotion de jeunes acteurs masculins vers la célébrité, tout en préservant leur vie privée. Ce n'est que lorsque Hudson fut diagnostiqué séropositif dans les années 1980 que la vérité éclata. Sa mort en 1985 marqua un tournant décisif pour Hollywood et le grand public, suscitant une prise de conscience et une empathie accrue envers l'identité homosexuelle et l'épidémie de sida. Scott, qui avait vu Hudson accéder à la célébrité dans le secret, pleura l'homme et les années perdues à se cacher du monde. En citant ces 6 hommes, Cary Grant, Montgomery Clift, M.V. Griffin, Jim Nabors, Cesar Romero et Rock Hudson, Randolph Scott ne se contentait pas de relater des ragots ou de faire des confessions. Il rendait hommage à leur courage, reconnaissait leur souffrance et condamnait subtilement les normes sociales rigides qui les avaient réduits au silence. Bien que Scott lui-même restât discret sur sa vie privée, ses mots en disaient long sur le Hollywood d'antan et sur le courage qu'il fallait pour y survivre. Randolph Scott est décédé le 2 mars 1987 à l'âge de 89 ans à Beverly Hills, en Californie. Son décès a été attribué à une combinaison de problèmes cardiaques et pulmonaires, fréquents chez les personnes âgées, notamment celles ayant été exposées à la fumée ou aux conditions environnementales des anciens plateaux de tournage hollywoodiens. Dans ces dernières années, Scott s'était largement retiré de la vie publique, préférant une existence paisible et privée, loin des feux de la rampe qui avait marqué ses premières essais. Décennies en tant qu'icône du western. Malgré sa vie recluse, sa disparition fut accueillie avec admiration par ses fans, ses collègues et les historiens du cinéma, qui se souviennent tous de lui comme d'une figure emblématique du cinéma américain classique, et plus particulièrement du western, genre dans lequel il s'était imposé comme un symbole d'héroïsme stoïque et d'intégrité morale. Après sa mort, Randolph Scott fut inhumé au cimetière d'Elmwood à Charlotte, en Caroline du Nord, un lieu choisi pour sa profonde signification personnelle. Charlotte était sa ville natale et l'endroit où il avait passé son enfance et son adolescence, bien avant que Hollywood ne l'attire. Son enterrement là-bas symbolisait un retour aux sources, soulignant le lien qu'il a entretenu avec le Sud tout au long de sa vie. Le cimetière d'Elmwood, l'un des plus anciens et des plus chargés d'histoire de la région, abrite les sépultures de nombreuses personnalités. La tombe de Scott est devenue un lieu de recueillement discret mais significatif pour les admirateurs de ses films et de son œuvre. Son mariage avec Patricia Stillman fut une union longue et durable qui dura 43 ans. Le couple s'est rencontré au début des années 1940 et s'est marié en 1944. Leur union était considérée comme l'une des plus stables et discrètes du monde, souvent tumultueux d'Hollywood. Ensemble,
ils ont cultivé une grande intimité, se tenant délibérément à l'écart des mondanités et privilégiant une vie axée sur la famille, l'amour et des valeurs partagées. Patricia a accompagné Scott jusqu'à la fin de sa carrière et même après sa retraite, lui offrant un soutien indéfectible lors de sa transition de légende du cinéma à simple citoyen. Elle lui a survécu 17 ans, s'éteignant en 2004. Fidèle à leur lien indéfectible, Patricia a été inhumée à ses côtés au cimetière d'Elmwood, un geste qui a scellé leur union indéfectible, dans la vie comme dans la mort. Durant leurs dernières années, le couple vécut dans une maison moderne du milieu du siècle, située à Beverly Hills, qui reflétait leur vie, leur goût raffiné et l'esthétique architecturale de l'après-guerre. Remarquable par ses lignes épurées, ses espaces ouverts et l'utilisation de matériaux naturels, la maison incarnait l'élégance discrète du couple. Malheureusement, malgré sa valeur historique et architecturale, la maison a été démolie en 2008. Sa destruction a marqué non seulement la perte d'un élément important du design du milieu du siècle, mais aussi la rupture d'un lien tangible avec un âge d'or d'Hollywood et avec l'une de ses stars les plus emblématiques. L'héritage de Randolph Scott, cependant, dépasse largement sa présence physique et ses biens. À sa mort, ses archives personnelles, connues sous le nom de Randolph Scott Papers, ont été confiées aux collections spéciales de la bibliothèque de l'UCLA. Cette vaste collection comprend un riche trésor de documents tels que des photographies rares, des albums soigneusement constitués, de la correspondance personnelle et professionnelle, des notes manuscrites, des articles publiés et même les plans originaux de sa maison de Beverly Hills. Ces documents offrent un aperçu exceptionnel de la vie professionnelle et privée de l'acteur, retraçant son ascension depuis ses débuts en Caroline du Nord jusqu'à son statut d'acteur principal, parmi les plus respectés de son époque. Cette collection constitue non seulement une ressource précieuse pour les chercheurs et les historiens du cinéma, mais aussi un témoignage de la vie réfléchie et posée que Scott menait loin des plateaux de tournage. Grâce à ces documents préservés, sa voix et sa vision continuent de résonner, offrant aux générations futures un aperçu d'un homme qui, bien qu'ayant souvent incarné le cow-boy fort et silencieux à l'écran, a laissé un héritage riche en profondeur, en caractère et en importance historique.